Bonjour à tous. Moi, j'aime bien ce générique. C'est une des dernières fois que je le vois, je crois. Parce que ça va bientôt se terminer. Je m'appelle Arnaud de Saint-Simon. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur les médias. Alors, les médias traversent une crise sans précédent, mais ce n'est pas pour vous révéler ça qu'on vous a convié. C'est plutôt que autant les modèles économiques et les revenus sont très, très disruptés, comme on dit, et qu'aucun d'eux n'est épargné, mais c'est vrai que la presse est particulièrement touchée par cette crise. Elle a perdu à peu près 50% de ses revenus. Et il y a beaucoup de causes à ça. Une des causes, c'est la formidable bataille de l'attention que les médias traditionnels, quand même, n'ont pas perdue, mais ont des difficultés. Rien que les réseaux sociaux ou les plateformes vidéo représentent de 2 heures chacune de temps disponible de gens. Et tout ça, c'est très, très récent. Et c'est de l'attention que les médias, parmi d'autres, n'ont pas. Et puis, on aime bien accuser le digital de tous les maux, mais en fait, le digital, souvent, il prospère sur des problématiques ou sur des faiblesses qui étaient déjà existantes ou des fragilités. Il y a un sondage qu'on connaît, que Reuters fait régulièrement, et qui dit que seuls 24% des Français font confiance aux médias. Et puis, il y a ce fameux baromètre annuel de la Croix, vous savez, qui sort tous les ans. Bon, là, on a eu, entre guillemets, la chance, il est sorti la semaine dernière. 50% des Français trouvent que le traitement de l'info est crédible à la radio. Et on tombe tout de suite à 46% pour la presse, 40% la TV. Et Internet s'en sent pas forcément bien non plus, 23%. Internet a perdu 16 points dans la confiance que les Français lui font. Il est bon dernier. 60% des gens, dans ce même baromètre, reprochent aux médias leur dépendance au pouvoir politique et à l'argent. Puis bon, voilà, il y a beaucoup d'autres études aussi qui, ici et là, dénoncent soit la surenchère, les gilets et les jaunes, Ligonès et compagnie, le manque de profondeur, de diversité, le parisianisme, le manque d'infos positives, etc., etc. Donc le sujet aujourd'hui, c'est plutôt comment renouer le lien. Est-ce que les médias doivent redevenir des lanceurs d'alerte, un genre de quatrième pouvoir? Est-ce qu'ils doivent donner du sens dans une époque désorientée? Est-ce qu'ils doivent privilégier le journalisme de solution et d'impact, le bénéfice lecteur? Est-ce qu'ils doivent au contraire aller dans la surenchère et la dramatisation, comme certaines chefs d'info? Est-ce qu'ils doivent aller vers la distraction, comme Brut? Est-ce qu'ils doivent faire le pari de l'investigation et du journalisme au long et de la profondeur, comme les MOOC? Est-ce qu'ils doivent faire celui de la co-construction? Et finalement, tout à l'heure, il y avait une table ronde avec Dominique Cardan. Et finalement, est-ce que le sujet, c'est pas de retrouver le chemin de la confiance? C'est ce que disait Dominique tout à l'heure. Il disait tout à l'heure, non mais attendez, c'est pas parce qu'on est une marque média qu'on a la confiance. Aujourd'hui, la confiance, ça se mérite. Alors, pour parler de tout ça, j'ai autour de moi des observateurs, des explorateurs, des acteurs de cette réinvention. J'ai Anne-Sophie Novelle qui va me rejoindre. Bon, Anne-Sophie, on l'a connue ici, les gens la connaissent, je pense, très bien, parce qu'on l'a connue longtemps comme journaliste, chroniqueuse et experte de l'écologie. Elle a vécu aussi une aventure journalistique. Je crois que c'est un des derniers lancements vraiment grand public qui a eu lieu sur le marché avec l'aventure d'Hebdo, qui s'est brutalement arrêtée, dont elle est sortie quand même assez désenchantée. Mais en fait, ça lui a peut-être donné envie de faire un documentaire qui s'appelle « Les médias, le monde et moi », que vous avez peut-être vu, qui a été diffusé depuis 1 an dans beaucoup d'endroits, dont elle a fait un livre, et qui est un tour du monde des solutions, on va dire, pour réinventer le journalisme. Si vous voulez nous rejoindre, Anne-Sophie. Éric Fotorino, alors c'est un célèbre journaliste. Lui, ce qui est formidable, c'est qu'il a deux pieds. Un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau. Éric, c'est à la fois quelqu'un qui a eu une brillante carrière dans le grand journalisme et principalement au Monde. Donc, il a été longtemps un des dirigeants. Et puis, depuis peu, c'est un des pionniers, c'est un des aventuriers du Nouveau Monde avec le 1, avec America, avec Zadig. Donc Éric, lui, il est dans la réinvention de nouveaux formats et de nouvelles expériences. Moi, je lui demanderais comment il comprend la crise de cet ancien monde, mais aussi quelles sont les perspectives du nouveau, Éric. Sandra, elle a choisi son camp.
Et son camp, c'est le journalisme de solutions. Avec Christian de Boisredon, ils ont fondé Spark News, qui existe depuis 2012. Spark News est très connu à travers l'Impact Journalisme Day, qui est une grande opération mondiale avec une cinquantaine de quotidiens. Le credo de Spark News, c'est qu'on ne parle pas assez des initiatives positives et innovantes. Voilà. Quelles sont finalement les solutions qui existent et qui peuvent transformer nos vies, qui peuvent transformer nos sociétés, et pourquoi pas le contrat de lecture des quotidiens. Et Sandra nous expliquera comment Spark News emmène les rédacteurs en chef vers ce journalisme de solution. Sandra. Florent, lui, il est cofondateur d'un journal et d'un site qui s'appelle Le Drinche. Il nous expliquera pourquoi ce titre bizarre. C'est un site et un journal de pédagogie et de débat. On le présente beaucoup comme un site de débat, mais moi je trouve que la pédagogie est plutôt pas mal. Et lui, il a introduit de manière synthétique les grandes questions en présentant le pour et le contre pour permettre à chacun de se faire une idée et son propre jugement, et en particulier les jeunes. Est-ce que c'est une réponse à la subjectivité des médias qui est tant décriée? Est-ce que c'est une réponse à leur manque de pédagogie? Florent nous le dira. David, lui, il a cofondé avec Lucie Bedet le média en ligne Combini. Des dizaines de formats variés, très impactants, créatifs, très engageants, prouvent qu'on peut intéresser et fidéliser les moins de 30 ans, réputés volatiles, sur un média où il y a quand même beaucoup de contenu. Et aujourd'hui, c'est 25 millions de fans sur Facebook et d'impressionnants chiffres sur Snapchat, etc. Et toujours du côté des idées reçues, Combini nous montre que les sujets environnementaux et sociétaux, pour peu qu'on les fasse de manière intéressante et engageante, peuvent réussir à fidéliser et à engager ces communautés-là. David, voilà. Et puis hier, je présentais une table ronde. On m'a dit, mais Arnaud, pourquoi tu ne te présentes pas? Donc moi, j'ai passé une trentaine d'années dans les médias, et principalement à la direction de psychologie magazine. Et depuis 2 ans, je fais de l'accompagnement dans la transformation à travers mon expérience de journaliste et de psy. Donc je fais des formations, je fais des conférences, du coaching, et j'enseigne sur tous ces sujets-là. Voilà. Alors, Anne-Sophie, avant qu'on discute, on va envoyer quelques minutes qui vont nous présenter les médias, le monde et nous. Je suis journaliste et depuis peu, je fais les marchés. Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Je suis une petite productrice d'informations. J'essaye de vendre du bon bio pour les canards. Mais après un début d'année éprouvant, j'ai décidé de prendre le large et d'enquêter sur une profession en mal d'amour. Entre un producteur d'oignons et un ostréiculteur, c'est le grand déballage. J'installe un coin des bonnes affaires à côté de vieux torchons en promo. Je propose de l'élixir anti-fake news, du poivre d'Arvor, des perles satiriques du Gorafi. L'été dernier, j'ai même trouvé des Benalla. Bonjour. Certains pensent que je vends des salades, d'autres des feuilles de chou. La presse a du plomb dans l'aile, la défiance n'a jamais été aussi forte et les journalistes sont de plus en plus menacés ou traités de menteurs. Quelle valeur a l'information? Ai-je raison de continuer à en produire? Quelle est ma place aujourd'hui? C'est pour répondre à ces questions que je suis ici, à planter le décor, avec vous. Est-ce que vous informez, monsieur? Est-ce que les journalistes font la pluie et le beau temps, par exemple? Les journalistes, Ouais. il en faut, oui. Il en faut? Il en faut, bien sûr. Vous leur faites confiance, vous? Moi? Ouais. Oui. Oui. Et comment vous vous sentez actuellement avec toute l'information qui nous arrive à la radio, à Internet et tout? C'est un foutoir, c'est un bordel, on parle un peu l'humain. Les journalistes, Ouais. ils veulent que
l'opinion publique soit manipulée. Non, vraiment, je suis dégoûtée des médias. Alors, comment vous faites pour vous informer? Je m'informe pas. Aux journalistes, vous leur faites confiance encore? Non. Non? Non, mais je pense que les gens, ils sont tous comme moi. En fait, ça nous saoule, donc on n'écoute pas vraiment. Et pourquoi? Pourquoi ça saoule, en fait? Parce que je pars du principe que la moitié de ce qu'on nous raconte, c'est des bêtises, c'est faux, ou c'est pas dit comme il faudrait, ou on nous enlève la moitié de l'information. Donc en fait, au final, on a un jugement qui est biaisé. Il parle d'objectivité, mais en fait, non, c'est impossible l'objectivité. Il faut dire qu'on n'est pas objectif. Ouais. Donc moi je suis abonnée à La Croix, le journal de La Croix. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils vont donner des choses positives qui se passent dans le monde. Ça c'est vrai que j'aime bien aussi, pas tout le temps voir les trucs négatifs, mais ils vont mettre en valeur des petites pépites des gens. C'est important pour vous l'information aujourd'hui pour se tenir au courant? Ah bah oui, mais la bonne information, c'est ça, l'information qu'on nous donne. Enfin, moi je vois mes fils qui regardent BFM TV, je dis pas que c'est pas de la bonne info, mais ça m'intéresse plus, quoi. Moi, je crois qu'il y a des gens qui font super bien leur boulot, quoi, mais ça doit pas être facile aujourd'hui. Pourquoi tant de haine? D'où vient cette méfiance? Comment en sommes-nous arrivés là? Voilà, Lucie vous arrive. Oh, je me demande si les journalistes racontent trop de salades. Moi, je suis spécialiste des salades. Donc, je peux vous dire que oui, la réponse est oui. En 2018, 6 personnes sur 10 dans le monde ne font plus confiance aux médias. 70% de ceux qui s'informent redoutent la fausse information. 2/3 des Français pensent que les journalistes sont manipulés par les pouvoirs politiques et économiques. Forte de ce constat, je suis partie à la rencontre de journalistes ou de lecteurs qui pensent autrement leur rapport à l'information. En France et ailleurs, ils veulent modifier les pratiques journalistiques et ainsi porter un autre regard sur le monde. Notre première rencontre a lieu dans la banlieue de Londres. Ma fille de 7 ans m'interroge souvent sur ce qu'elle entend aux infos. Cela l'interpelle et façonne déjà sa perception du monde. Quand cela la rend triste et soucieuse, nous discutons de ses impressions. Avec le temps, peut-elle s'habituer à ce bruit, à la multiplication des supports médiatiques, à cette répétition en rythme de malheur? Pour certains, comme l'anglaise Jodie Jackson, ce qui arrive au monde se met à arriver au moi. Cette parfumeuse de profession aime s'informer, mais un jour s'en fut trop. Elle a tout coupé. I was with quite a few work colleagues and we were going to an event and the news came on and I instinctively just put my hands over my ears. It was actually quite embarrassing because I had gotten to the point where I just couldn't bear to hear one more news story. As soon as the kind of, you know, the bulletin noises, the bongs come on, it kind of sounded like alarm bells to me. It was just something, you were about to hear something terrible. But what I realised from that is it wasn't me. I wasn't weak and I wasn't broken. There was something fundamentally wrong with the news industry that was broken. And actually that's when I kind of turned and said, right, okay, well, it's not about not watching the news, it's about consuming it in a different way, in a way that doesn't disempower me but re-empowers me. The purpose of the news is to engage and inform, empower people to bring about reform, but their words are being lost by the noise of the storm. We hear about disaster, murder, conflict and violence, and after a while this becomes white noise like silence. Profondément animée par cette problématique, Jodie a fait un clip vidéo pour s'exprimer en ligne. Elle a aussi repris des études pour évaluer les effets psychologiques de l'information et en a tiré un livre dans lequel elle démontre que nous sommes ce que nous lisons. I feel cheated, defeated by newspapers' allegiance to profits and clickbaits, regardless of if it generates hate and drums up the nation into a fearful state. Some people find it too much to take, and then the stories become lost because people switch off. You know, information is to the mind really what food is to the body, and people understand that the way in which food is produced and the way in which we consume it is going to affect our physical health. And information is no different. The way in which it's produced and the way in which we consume it is going to affect our mental health.
And with this excess of negativity that we have in the news, we're developing things like anxiety, depression, a feeling of helplessness. We're disempowered from feeling able to actually make a difference in the world because these problems feel relentless and unresolvable. We're desensitized to the information that we're being given. So we actually care less about the people who are part of some of these tragedies. And that's a real problem because we should all care about what's going on in the world. Il faut bien comprendre que en fait, c'est tout le système de l'information en fait, qui est aujourd'hui fragilisé, où on a énormément de gaspillage, où les médias qui ont perdu leur modèle de distribution se mettent à courir pour essayer de capter l'attention des gens. Donc un contenu aujourd'hui, il ne dure pas plus d'une journée. Après, il est jeté, il n'est même plus consommé. Donc imaginez toute l'énergie qui est produite par les journalistes numériques notamment, qui sont un peu comme les agriculteurs, c'est-à-dire subventionnés, ils ne rapportent pas d'argent et ils travaillent comme des fous pour des choses qui ne sont pas vraiment utilisées. Vous allez avoir une information qui est produite sur le site internet d'un média et en quelques minutes, on va retrouver la même information sur le site internet de ses concurrents. Mais on sait très bien que les journalistes ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas capables d'écrire 3, 4, 5 000 signes en quelques minutes. Et en fait, la contrepartie de cette réactivité extrêmement élevée, c'est le recours au copier-coller. Vous avez 2/3 de cette information, 64%, qui est de la reprise verbatim d'articles qui ont été publiés avant. Et vous avez seulement 1/3 de la production de l'information qui est une information complètement originale. Où donner de la tête aujourd'hui ? La profusion d'actualités nous donne une sensation de foisonnement, mais cela ne nous nourrit pas. Produite à la va-vite, l'information devient une junk news. On l'avale machinalement, elle est fade et sans goût, ou alors trop grasse ou trop sucrée pour être vraie. Résultat, infobésité et peur de manquer pour les uns, repli et médianorexie pour les autres sur fond de crise de foi pour tous. Vous voyez le tableau ? Là, c'est plutôt une intensification qu'on est en train de vivre, à savoir une quantité astronomique d'images, de sons, d'informations, d'affections auxquelles on a accès de façon quasiment gratuite, du point de vue en tout cas individuel, et on est un petit peu perdu dans cette surabondance de choses qui se passent partout autour de nous, mais l'accélération elle-même, il me semble qu'on l'a déjà subie il y a pas mal de temps, et là c'est autre chose, c'est une intensification, une surabondance, un besoin de mettre en place de nouveaux filtres, de nouveaux points de repère, pour savoir comment utiliser cette multiplicité de choses qui nous dépassent de plus en plus. Stop. C'est très gênant, quoi. Moi, je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire. D'abord, Anne-Sophie a fait je reçois sa newsletter, donc je vois, elle sillonne la France, les écoles de journalisme, les cinémas avec son bâton de pèlerin. Et c'est vraiment formidable le travail que tu fais avec humilité et conviction et exploration de voilà quels sont les problèmes, mais aussi quelles sont les solutions. Donc on a été en fait, dans mon introduction, plutôt sur les problèmes et la perception par les gens et la crise du lien, et là aussi beaucoup au début du documentaire qui après explore beaucoup de solutions, je vous rassure. Anne-Sophie, quelles sont... alors on a vu à travers le sondage de la Croix et ce qui est exprimé là sur le marché, qu'est-ce que les gens reprochent à la presse, mais quelles sont les raisons de cette crise ? En fait, cette crise d'identité et du lien, on va dire. En fait, la crise, elle n'est pas récente. C'est juste qu'elle s'est intensifiée ces dernières années. J'étais tout à l'heure à une autre rencontre organisée par le CNMJ qui regroupe toutes les écoles de journalisme en France. Et il y avait l'historien Alexis Lévrier qui a beaucoup étudié l'histoire de cette défiance. Et il rappelait en fait que de tout temps, et j'en parle dans le livre... Les illusions perdues, Balzac, déjà, ils sont prêts plein la gueule, les journalistes. Diderot, Voltaire, en fait, c'est tout un phénomène de fascination-répulsion. C'est-à-dire qu'on n'a jamais aimé les journalistes et en même temps on a envie d'être journaliste soi-même. Donc c'est historique cette défiance. Depuis le temps que la presse existe, il y a toujours eu cette critique qui a commencé du coup par ces intellectuels, cette littérature. Après ça a été le même phénomène au niveau des représentants politiques. Et là ce qui se passe, c'est vraiment le peuple, quoi. Donc il rappelait l'origine du mot crack, l'arbre de Cracovie, avec les nouvellistes qui lisaient les nouvelles dans les journaux à l'époque. Et à chaque fois que quelqu'un disait un mensonge, une branche leur tombait sur la tête et ça faisait crack. Et il expliquait à quel point justement on reprochait aux journalistes d'avoir un rapport ambigu et avec les puissants, avec le pouvoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
il y a un phénomène de rejet qui, voilà, il y a eu des erreurs journalistiques qui ont été faites dans le temps, avec des mensonges ou des fausses informations qui ont circulé. Il y a une intensification des flux, ce qui fait qu'on ne sait plus d'où vient une information vérifiée par rapport à des choses qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'ai pu constater en allant à la rencontre du public, c'est que beaucoup sont perdus. Alors c'est vrai que cette scène sur le marché est assez marrante parce que ça s'exprime comme ça, mais du coup, il y a majoritairement des personnes qui sont dans une situation de rejet. Alors il y a ceux qui sont addicts et qui savent plus où donner de la tête, mais il y a aussi ceux qui en fait ont juste cessé de s'informer, comme Jody Jackson que vous avez vu et qui un jour a dit stop, en fait je peux plus. Alors j'ai rencontré plus de femmes que d'hommes qui sont dans ce symptôme-là, mais du coup il y a aussi le fait qu'on peut consommer sans ne plus croire quiconque, en fait. Et donc, du coup, il y a un manque de crédibilité, mais aussi une forme de crédulité où, du coup, on va voir des contenus et on peut croire quelque chose qui est dans la vraisemblance et on a perdu le sens du réel ou de la vérité. Enfin, c'est pour ça qu'on parle aussi... Ou de la hiérarchie, tu me disais, on ne sait plus très bien où donner de la tête, on ne sait plus qu'est-ce qui est saillant, qu'est-ce qui est important. Oui, et ça, c'est quelque chose qui s'exprime de manière très forte. Donc là, il y a ce livre écrit par Bruno Patino sur le poisson rouge. Donc, il explique à quel point notre attention s'est réduite et que du coup, on papillonne et qu'on est perdu. Et que dans cette profusion d'informations, il y a ce phénomène de cours de récré. Et puis, une information chasse l'autre et on n'arrive plus à avoir un rapport au monde éclairé. Avec l'impression que tout est dans le sensationnel, qu'on va trop en faire sur un sujet, qu'on va pas assez en faire sur un autre. Et la démarche que j'ai essayé d'impulser, c'était juste de dire, en fait, c'est normal ce que vous ressentez, et on peut revenir sur les raisons qui font que vous ressentez ça. Mais les journalistes ne peuvent pas être mis dans le même sac. Il y a différents types de journalisme, différents types de journalistes. On ne pratique pas de la même manière. Et essayons de voir aussi comment la profession évolue. Et ce qu'on peut faire. Quelle est leur part de responsabilité aux journalistes ? En fait, c'est pas forcément leur faute, j'ai envie de dire. Alors, c'est pour ça que je dis... Responsabilité. Oui, responsabilité. C'est-à-dire que le système médiatique a évolué. Il y a eu l'essor des gratuits, il y a 20 ans, des journaux gratuits. Après, il y a eu l'information en continu. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Internet, ce qui fait que le modèle économique déjà a été chamboulé. Et puis, l'impression qu'il fallait aller à la course au clic, retrouver l'audience, un modèle publicitaire qui a été chamboulé aussi. Et donc, du coup, les conditions de travail ont complètement changé avec des journalistes qui n'ont plus forcément le temps d'aller sur le terrain, de prendre le temps de bien faire leur métier. On l'a vu, Julia Cagé le dit, la majorité de l'information qu'on trouve en ligne est un copier-coller de dépêches AFP, bien souvent, et puis plus le temps de vérifier. Et du coup, il y a des phénomènes d'amplification. Et comme le dit Yves Citon, c'est cette intensification. Il y a eu ce phénomène où on a manqué de temps, puis maintenant, ça devient... ça nous dépasse complètement. Et c'est Mariette Darigrand qui le dit très bien, qui dit ce qui arrive au monde se met à arriver au moi. Et donc, il y a ce phénomène de j'ai plus de distance, je me sens débordée, et beaucoup le ressentent comme ça. Mais du coup, les journalistes, pour la majorité, quand on fait ce métier, je pense qu'on y vient parce qu'on a envie de bien faire son métier, et parfois se trouvent contraints de travailler dans de mauvaises conditions aussi. Et ça, j'ai beaucoup de retours du public depuis quelques mois qui me disent, en fait, j'ignorais ces conditions de travail, j'ignorais que ça s'était autant dégradé, ça n'excuse pas qu'il y a eu quand même des boulettes de fête, et je pense que c'est important de faire son mea culpa et son introspection quand on est journaliste, mais il faut oser être honnête aujourd'hui et se dire que on peut faire le métier différemment, mais on doit aussi assumer de partager plus, d'être plus transparent aussi. Parmi les solutions, on va en parler avec tout le monde ici autour de nous. Moi, j'ai bien aimé, hier, tu as publié sur ton blog « Il faut soigner son hygiène informationnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, comme je fais ce parallèle avec l'alimentation, alors je ne suis pas la seule à le faire. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée, je me suis rendu compte qu'il y avait Jody Jackson qui avait développé cette idée, qu'il y a un chercheur suisse qui l'a eu aussi. Et c'est vrai que c'est une jolie comparaison parce qu'on peut la pousser très loin. Et dans le livre qui prolonge le film, à la fin, je propose un régime de 3 semaines, une vraie détox en fait, en disant si vous ne savez plus par quel bout prendre les choses, si vous avez l'impression d'être emprisonné, commencez par tout couper pendant 5 jours, mais couper tous les flux, essayez de retrouver votre temps et de voir comment l'information vient à vous, comment dans votre entourage on va vous parler de l'information importante, la mort d'un président ou un virus qui circule, vous allez l'avoir cette info même si vous vous informez pas. Et puis par la suite réintroduisez, etc. Et en fait, la notion d'hygiène informationnelle, c'est vraiment
vraiment se dire, faites attention et consommez en conscience. J'ai pas de jugement à avoir sur la qualité de ce que vous mettez dans votre tête. Comme vous avez le droit de manger un Big Mac et de la fast-food, il n'y a pas de problème et c'est très bien. Et on a le droit de se divertir et on a le droit des fois de se vider la tête ou de faire le choix de se la remplir avec des... Mais si on est en conscience et qu'on se dit, voilà, je choisis, je picore, ou alors là, je me nourris confortablement et je prends le temps de bien le faire, je pense que ça permet d'ouvrir les yeux sur des choses qu'on ignorait auparavant. Est-ce que les journaux, les médias doivent s'engager davantage ou est-ce qu'au contraire, ça risque d'alimenter le procès en subjectivité ? Non, je pense que, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu observer, l'objectivité aujourd'hui est quelque chose que tout le monde, on n'y croit plus en fait. Il y a plus de... Et puis la preuve, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime, tout le monde a sa croyance, tout le monde a son opinion, et c'est un peu la guerre à celui qui parlera le plus fort et qui s'imposera aux autres. Donc en fait, quand on essaie de faire de l'information sérieuse, on peut s'en sortir en retrouvant les fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire le sérieux d'une enquête, on a croisé les sources, on fait un travail de qualité, mais je pense que ça implique aussi qu'on soit peut-être plus transparent sur nos pratiques, et peut-être que parfois on assume qu'on a des biais, un milieu socio-culturel, et que quand on arrive sur une enquête, on a peut-être des idées préconçues, et puis peut-être dire qu'on est vulnérable, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a évolué aussi suite à cette enquête. Il y a des journaux à l'étranger qui le font et qui expliquent qu'après avoir fait des enquêtes, je sais pas moi, sur les logiciels libres, ça les a fait changer leurs pratiques, qu'ils ont compris qu'ils n'agissaient pas assez comme ça, et ils expliquent en quoi cette enquête a provoqué aussi du changement dans leurs propres pratiques. Et ça, je trouve ça assez intéressant et assez rafraîchissant. En fait. Est-ce qu'une des solutions, c'est le modèle coopératif, c'est-à-dire impliquer davantage les lecteurs dans le processus de production éditoriale? Alors, dans cette enquête, j'avoue que j'ai toujours plus de questions que de réponses et que toutes les pistes que j'évoque, en fait, sont pas satisfaisantes. Voilà, il faut composer, il n'y a pas le meilleur gâteau du monde. Mais en tout cas, il y a plein de manières d'impliquer le public. Et aujourd'hui, l'information doit être faite, à mon avis, avec le public. Et donc, on peut l'impliquer de plein de manières. La coopération, le crowdfunding, le membership, les modèles d'adhésion, comme on irait adhérer à une ONG, mais le faire avec un média, sont plein de pistes très différentes. On peut même avoir une approche d'impact, mais je pense que j'ai plein d'intervenants à côté qui pourront développer aussi ce qu'ils font à leur niveau, qui sont un peu dans cette veine-là, qui montrent que c'est une façon d'opérer différemment. Moi juste quand on parle médias avec les gens qu'on rencontre comme ça, on se rend compte que souvent on nous cite les mêmes médias dont on a ras-le-bol, et le paradoxe c'est qu'on les regarde tout en... C'est lesquels qu'on cite le plus souvent? Tout le monde me dit BFM, vous l'avez vu dans le film, ou alors je regarde ça, mais souvent c'est un peu le mainstream. Et quand on dit, mais vous connaissez... alors bon, moi j'avais travaillé au 1, donc vous connaissez le 1? Non. Vous connaissez 21? Non. Donc en fait, il y en a qui m'ont dit, on est emprisonné dans une vision des médias, et moi je les invite juste à sortir la tête de l'eau et dire, regardez, en fait, il y a une multiplicité de possibilités, et on n'est pas obligé de subir ce flot informationnel, et vous pouvez composer aujourd'hui et vous rendre compte que c'est pas si pourri que ça. Éric, quelles sont selon vous les raisons de la crise? Alors, bonjour d'abord. Anne-Sophie, on a déjà évidemment pas mal évoqué, mais je pense que c'est comme un faisceau d'indices. Vous voyez, quand on cherche une preuve, il n'y a jamais une seule preuve d'un phénomène. Il y a plusieurs signes qui se sont ajoutés, qui se sont combinés, qui sont amplifiés les uns les autres. Je pense qu'on a maintenant le recul 2020. On peut dire que ça fait 20 ans qu'on est dans cet univers où à la fois le modèle de la presse traditionnelle s'essouffle fortement, puisque ces deux relais de croissance qui sont, vous savez, un journal de presse écrite, on le vend deux fois. On le vend à ses lecteurs, on le vend à ses annonceurs. Donc ça, cette période, je dirais, depuis qui a très bien fonctionné, en tout cas qui avait l'apparence de la santé pendant les 30 Glorieuses, on va dire, après la guerre jusqu'au choc pétrolier. Et ça commençait à avoir des ratés dans les années 80. Et puis l'informatisation de la presse dans les années 90, puis la numérisation dans les années 2000. Tout ça, toute cette accélération, je pense, a beaucoup déstabilisé le modèle tel qu'on le connaissait. Ensuite, il y a eu ce que j'appelle souvent le pacte faustien entre Google et les éditeurs de presse, qui est de dire en gros, vous donnez vos contenus, vous les donnez, vous les vendez pas, vous les donnez, en contrepartie d'une référence, c'est-à-dire que d'un référencement qui va vous faire toucher une audience telle que vous n'en avez jamais eu. Très bien. C'est 70% de l'audience des sites de quotidien, Google. Évidemment, ça a mis des étoiles dans les yeux de beaucoup d'éditeurs de presse qui voyaient là une capacité à recruter de nouveaux lecteurs.
Simplement, on a mis gratuitement ce qui était payant dans les kiosques. Donc, évidemment, cette pratique-là a fait qu'à un moment donné, on tuait le système qui existait depuis un siècle et demi de la distribution et de la vente des journaux. Ensuite, Anne-Sophie l'a mentionné, d'ailleurs, il y a une coïncidence entre cette irruption des moteurs de recherche et du référencement gratuit pour des contenus qu'on vend par ailleurs, et l'arrivée des journaux gratuits, donc c'est un journal en papier, qui n'a pas de prix. Et donc ça veut dire, de façon subliminale, que l'information, c'est gratuit. Pas de valeur, du coup. Pas de valeur. Donc on a contribué à détruire une chaîne de valeur. Et puis ensuite, il y a eu effectivement cette espèce d'Eldorado rêvé de se dire, tous nos journaux vont devenir des sites en ligne, et donc les marques de presse vont pouvoir se développer aussi sur le numérique. Simplement, beaucoup de journaux, Bruno Patino a été cité, évidemment j'ai travaillé beaucoup avec lui pour au Monde.fr, au Monde et au Monde.fr, on a bien vu ce qui se passait. C'est-à-dire que le Monde.fr pouvait dégager des résultats satisfaisants parce qu'il y avait derrière une rédaction avec des correspondants dans le monde entier, et le numérique ne payait rien. Il mettait en ligne des contenus qui en fait détruisaient finalement le lectorat du papier. Si j'ajoute que depuis 1945, c'est un peu schématique ce que je dis, mais il y a eu une sorte de partage du pouvoir dans la presse entre, en gros, les gaullistes qui ont pris les journaux et puis le Parti communiste, la CGT, qui a pris les imprimeries. Donc on a assisté là à une sorte de distribution des rôles, si j'ose dire, qui a fait que, au fur et à mesure que la presse était en mesure de se moderniser, il y a toujours eu la CGT du livre pour empêcher la modernisation. Alors, je ne sais pas s'il y a des syndicalistes du livre ici, mais en tout cas, je le leur ai dit souvent. Donc, quand je dirigeais Le Monde, le journal Le Monde, j'ai eu 10 non-parutions du journal, toujours pour des motifs tout à fait secondaires. Je vous en prends un, par exemple, qui en dit long. Je pense que quand on parle de tout ça, il ne faut pas avoir d'idée générale, il faut avoir des cas précis. Comme disait Scarfelli à la Repubblica, pas une idée sans un fait, pas un fait sans une idée. Et donc, pourquoi je dis ça ? Un jour, j'ai regardé les chiffres d'exportation du monde vers le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. J'ai vu que c'était un compte déficitaire et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que le Figaro, c'était excédentaire, les journaux qui... En fait, parce que tous ces journaux s'imprimaient au Maghreb. Nous, on imprimait à Paris, à Ivry. Et un jour, je suis allé à l'imprimerie d'Ivry et j'ai demandé à voir les journaux. Donc, on m'a montré une sorte de compression à la César. Donc, il y avait 1,5 tonne de papier et j'ai demandé combien de temps de rotative représentait ça. Et c'était moins de 5 minutes de rotative. Eh bien, le journal n'est pas paru le lendemain parce que j'avais des mauvaises idées qui étaient de délocaliser l'impression du Monde pour le Maghreb dans une imprimerie marocaine. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait à la fois une hypermodernité et un hyperarchaïsme qui se sont mêlés. Ça, j'allais dire, c'est les questions... qui échappe complètement au lecteur. Je veux dire, par là, c'est vrai que c'est un système économique avec des crises systémiques dont on n'est pas sorti et qui, à mon avis, vont encore s'amplifier dans les mois qui viennent. Mais à côté de ça, il y a évidemment les contenus. Je crois que la crise de la presse n'est pas une crise des supports. C'est pas vrai qu'il y a le numérique qui abat le papier. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et même, je dirais même que c'est une analyse paresseuse de considérer que parce que le numérique est là, on ne peut plus rien faire avec le papier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais beaucoup de journaux ont considéré que le nec plus ultra de la modernité, c'était de ressembler à des sites Internet. Et ça, je pense qu'il y a eu là une erreur fondamentale qui était de ne plus avoir des journaux en papier adaptés à l'époque. Et en particulier, là encore, je parle évidemment de ce que je connais le mieux, c'était le journal Le Monde pendant 25 ans, mais c'était quoi ? C'était de dire à partir du moment où le numérique est arrivé, on ne pouvait plus faire les mêmes journaux. Puisque un journal comme Le Monde qui avait presque comme mot d'ordre l'exhaustivité, le journal de référence donc de l'exhaustivité, ne pouvait plus du tout assurer l'exhaustivité alors qu'il avait à côté un site de plus en plus puissant qui, lui, par le numérique, qui n'a aucune limite de temps et aucune limite de format, pouvait assurer cette exhaustivité. Donc ça veut dire quoi ? Un journal en papier doit être de plus en plus ciblé, de plus en plus hiérarchisé, doit assumer des choix éditoriaux. Donc en effet, Anne-Sophie a raison, il n'y a pas d'objectivité. Un choix éditorial est toujours un choix. Et si vous voulez, moi je pense à la fin des fins, ce qui fait la crise du papier
par rapport au décollement du numérique qui n'est pas encore viable, et qui n'est pas complètement un modèle économique. Il faudrait faire des plus et des moins pour voir ce que rapporte vraiment le numérique. Mais en tout cas, je pense que c'est de la même manière qu'autrefois, à l'époque de Platon et de Socrate, il y a eu le grand débat entre l'écrit et l'oral, entre Socrate qui ne voulait pas parler et Platon qui ne voulait pas écrire, parce qu'il considérait qu'en écrivant, on perdait la connaissance qu'on transmettait par le savoir parler, parce que quand on parlait, on écrivait, il disait dans l'âme de l'autre ce qu'on était en train de lui transmettre, donc on essayait de voir ce qu'il comprenait ou pas, donc on ajustait la transmission du savoir. Bien, je pense qu'entre le papier et le numérique, la crise, c'est entre l'humain et l'artificiel. C'est-à-dire qu'un journal, quand on achète un journal, on n'achète pas seulement des contenus. On achète une part d'humanité. Quand on va sur un site, on glisse sur un écran avec des algorithmes, etc. On est dans une technologie qui nous dépasse. C'est comme si on appuyait sur l'accélérateur 200 à l'heure, alors qu'on sait très bien que la vitesse est limitée à 90. Vous voyez ? Et donc je pense que la presse, en voulant courir derrière à tout prix cette évolution numérique... Cette machine qui a toujours faim, vous me disiez. Oui, c'est ça. C'est une machine sans fin qu'il faut toujours nourrir. Et vous savez, ce qui arrive au bout d'un moment, c'est que vous finissez par nourrir avec du vide. Le copier-coller, c'est un peu ça. C'est-à-dire que comme cette machine est instantanée, je vais prendre un exemple très concret. Dans les années 2000, 2005, lorsque je donnais le BAT, c'est-à-dire le bon à tirer du monde, eh ben, je n'acceptais plus aucun papier à partir de 9h30. Il fallait vraiment qu'il y ait un événement considérable pour que je fasse une DH, qu'on appelle une DH, avec un repiquage en une, c'est-à-dire une dernière heure avec 10 lignes sèches en une, pour dire il s'est passé ça. Ça pouvait être un assassinat, ça pouvait être... Bon, eh bien, évidemment, lorsque le numérique arrive, vous n'avez plus besoin même d'arrêter les rotatives. Il faut le balancer, comme on dit, sur l'outil le plus moderne. Et ça, c'est vertueux. Quand je me souviens d'un entretien avec un responsable du Guardian, quand je lui disais comment vous faites pour séparer ou pour distinguer entre une information qui va aller sur le papier et sur le web. Il m'avait dit « story is the boss ». Ça veut dire que c'est ce qui est en train d'arriver qui décide, finalement, la temporalité. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a appauvri très fortement les contenus du papier en voulant se lancer dans une sorte de mimétisme qui n'avait pas beaucoup de sens avec le numérique. Éric, vous êtes et avez toujours été journaliste. Je regardais les commentaires sur le web suite à l'enquête de La Croix. Et ce qui revenait beaucoup, c'est le journalisme est trop formaté. Les journalistes, pardon, sont trop formatés et trop déconnectés. Comment est-ce que vous prenez cette critique ? Oui, alors formater, c'est intéressant le mot formatage, parce que c'est un mot qui vient des maquettes. Une maquette, c'est des formats. Ça, puis aussi le côté parisien, école de journalisme. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un journaliste, il écrit dans une forme. Voilà. Et donc, on a privilégié les formes courtes et on a privilégié le fait que le journaliste devait être d'une certaine manière un peu aseptisé. Tout ressemble à tout. On a d'une certaine manière dépersonnalisé ou indifférencié le journalisme. Alors effectivement, les modes de formation, mais c'est un peu comme toutes les élites. Les élites, elles passent par les grandes écoles, les journalistes passent par des écoles bien précises, en tout cas ceux qui sont dans la presse parisienne, etc. Le parisianisme, bien sûr. Et ça, le parisianisme, je pense que c'est un des mots de la presse française. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'était intéressant de voir à quel point les médias reflètent le pouvoir. C'est-à-dire on a un pouvoir, une tête qui est coupée de son corps. Eh bien, je pense que c'est pareil pour une partie de la presse et de ses dirigeants. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment vivent les gens. Ils ne savent pas... Pourtant, ils publient des choses. Je me souviens, Jean-Paul Delevoye, qui a fait l'actualité pour autre chose il y a quelques mois, mais quand il était médiateur et défenseur des droits de la République, il avait dit que pour 10 millions de Français, tout se jouait pour 50 € par mois à la fin du mois. Il a dit ça il y a 12 ans. Donc, de dire que tout d'un coup, les Gilets jaunes sont des gens qui ne peuvent pas rentrer dans la société de consommation alors qu'on ne fait que leur dire que leur statut ne vaut que parce qu'ils consomment, il y a des observations qui sont quand même assez faciles à avoir. Eh bien, la presse n'est pas toujours capable de les avoir. Éric, qu'est-ce que vous avez appris avec le 1 et l'aventure des MOOC, America d'abord, puis Zadig ? Ce que j'ai appris, c'est que ce métier... Vous avez appris, qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre ? En fait, je pense que c'est une invitation à ralentir fortement. C'est-à-dire qu'effectivement, le 1 a cassé un par un, si j'ose dire, tous les codes de la presse. C'est-à-dire que normalement, le 1 n'aurait pas dû vivre. D'abord parce qu'il n'y avait pas de publicité, on n'en a jamais eu, et si un jour vous voyez une pub dans le 1, c'est que ce ne sera plus le 1.
D'autre part, parce qu'on a choisi de traiter un seul sujet, donc même pas 2, même pas 3, et le lecteur, d'une semaine sur l'autre, ne sait pas ce qu'on va traiter, par définition. Et enfin, on est sorti de l'entre-soi journalistique, puisque notre travail de journaliste, on est des journalistes, on le revendique, Anne-Sophie a longtemps travaillé avec nous, eh bien, nos comités éditoriaux se font avec des philosophes, avec des chercheurs de tous les horizons, et c'est par ce dialogue, par cette discussion, qu'on arrive finalement à lutter contre, je pense, ce qui est un des mots les plus terribles de la société actuelle, de nos sociétés modernes, c'est ce que Guy Debord appelait la montée de l'insignifiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui privilégie l'information émotionnelle. Il me semble que les deux mots, d'ailleurs, sont opposés. L'information ne doit pas être d'abord une émotion. Bien sûr, elle peut contenir une émotion, mais quand le moteur, c'est l'émotion, ça ne marche pas. Eh bien, ce qu'on a appris avec nos journaux, le 1, le MOOC, c'est qu'il fallait, dans un monde qui se désincarnait, qui devenait de plus en plus virtuel, proposer des vraies expériences de presse. Un clic n'est pas une expérience, je le disais tout à l'heure. Ouvrir un journal, c'est une expérience parce qu'elle est la traduction en mots, en images et en points de vue différents d'une véritable pensée intellectuelle appliquée à quelque chose qui est de très volatile qui s'appelle l'information. Les MOOC, qu'est-ce que ça propose comme expérience singulière? Moi, j'ai beaucoup aimé votre phrase que vous a dit un de vos lecteurs. Vous nous rendez le temps que nous prennent les machines. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire, en fait, moi, j'appelle pas ça les MOOC. Je dis que c'est des journaux trimestriels parce que les MOOC, c'est déjà rentré dans quelque chose qui veut dire qu'on a compris que c'est la contraction entre magazine et book et que ça fait MOOC. Il y a les MOOC avec un C. Enfin, donc, pour moi, c'est un journal, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait chaque jour. Simplement, on le livre au lecteur, non pas dans la chaleur d'un bouclage quotidien. Dans le mot journaliste, il y a le mot jour, donc on a commencé par faire du journalisme chaque jour. Mais nous, on le fait sur une distance de 3 mois parce qu'on considère que ce temps est nécessaire pour justement restituer une épaisseur à ce qui n'en a pas. Je vais vous donner un seul exemple. Lorsqu'on a lancé Zadig l'an dernier, donc j'avais donné comme titre au premier numéro « Réparer la France », j'ai fait un long entretien avec l'historienne Mona Ozouf pour qu'elle nous raconte sa France. C'était au mois de novembre. Et le mouvement des Gilets jaunes commençait à peine. Et donc, évidemment, on a parlé de la Bretagne, de Saint-Brieuc, de comment elle rêvait devant les cartes muettes, les cartes de la France dans sa classe. Et puis, je lui ai parlé des Gilets jaunes. Est-ce que ça a un lien avec la Révolution française? Elle m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous répondre à ça, j'en sais rien. Il faudrait qu'on se revoie. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On s'est revus 1 mois plus tard. Et 1 mois plus tard, elle m'a dit, voyez, j'ai beaucoup réfléchi, les Gilets jaunes, c'est une révolution sans espérance, m'a-t-elle dit. Et elle a commencé à faire un parallèle passionnant entre, en effet, les sans-culottes, l'espérance révolutionnaire qui a été compris de chauffer les rues, de détruire toutes les rues de Paris pour que le soleil rentre partout, c'est de la folie, enfin, il y avait une espérance. Et ce qu'étaient les Gilets jaunes, cette demande de consommation, de faire partie justement de cette société qui consomme. Eh bien, ça, elle ne me l'aurait pas dit 1 mois avant. Donc le MOOC, c'est ce qui me permet de donner une épaisseur au temps et de donner aux auteurs ce temps de la réflexion pour pouvoir la livrer construite à des lecteurs. La réflexion et même de l'enquête terrain avec Zadig. Par ailleurs, bien sûr, on passe quelquefois des jours et des semaines avec des bateaux de pêcheurs du Guilvinec, dans une usine à la chaîne où on voit les mains qui saignent, où on voit la solitude de ceux qui travaillent, etc. Bien sûr, je crois que tout ce qu'on fait contre le temps se charge toujours de l'oublier. Eh bien, nous, on essaie en fait de donner des encoches dans le temps, et je pense que comme les médias traditionnels ont perdu le combat du temps réel, ils l'ont perdu, je pense qu'ils peuvent gagner le combat du temps long, et c'est ce que nous proposons, nous. Sandra, pour construire un monde meilleur, commençons par le raconter autrement. C'est un peu ce qui est en exergue sur votre site. C'est ça, le journalisme de solution? Oui, c'est ça. C'est en tout cas d'aborder l'information. Alors peut-être qu'on se positionne du côté du lecteur, parce qu'on n'est pas des journalistes. Et en fait, comme la dame qui fait ses courses au marché et qui achète ses salades, on voit que les gens en ont marre d'avoir de l'information déprimante, négative, etc. Et donc, alors c'est pas moi, c'est Christian qui est le fondateur de ça, et on a toute une équipe qui travaille autour de ces projets, de ces démarches de journalisme de solution.
on s'est dit, OK, comment on peut redonner, sans inventer des nouveaux journaux, en fait, en partant de ces journaux qui sont des marques, qui sont quand même des références, comment on peut les aider à aller vers cette attente de leurs lecteurs et en même temps, effectivement, contribuer à un monde meilleur. Parce que finalement, quand on fait du journalisme de solution, on traite l'actualité. Donc c'est vrai que le premier combat, entre guillemets, ça a été d'expliquer aux journalistes avec qui on travaille dans le monde entier que le journalisme du solution, c'est pas de la good news. Alors il n'y a rien de pire, les gens qui nous disent « Ah, vous faites de la good news ». Non, on ne fait pas de la good news. En fait, on parle du climat, de l'inclusion sociale, des migrations. Par contre, au-delà de l'information brute, il y a plein de gens qui trouvent des solutions à ces sujets-là. Alors évidemment, le problème, c'est que dans le référentiel commun, la solution, c'est le truc qui a tout résolu. Et donc, il y a peu de solutions à l'échelle mondiale qui ont tout résolu en un claquement de doigts, sinon on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas de parlement d'entrepreneurs d'avenir. Et donc, nous, en fait, on laisse la place à des courants faibles, des gens qui trouvent... Ah, mais c'est super, en plus, on est en Dolby Live. c'est la homepage. Merci, la régie. Et donc, voilà, on laisse la place dans l'actualité à une information vérifiée avec des gens qui ont de l'impact à leur échelle, à leur niveau, qui sont des articles qui sont écrits par des journalistes permanents de ces fameux journaux. Et donc, c'est de la vraie information, sauf qu'on a décidé d'apporter dans les lignes éditoriales une touche d'espérance, en tout cas de donner un déclic, donner envie d'agir. Et c'est vrai que ce travail qui part de qu'est-ce que les lecteurs attendent, ben, on remonte la pelote de laine, on va voir les journalistes, on va chercher chez les journalistes les gens qui sortent de porter la plume dans la plaie, qui se disent oui, c'est vrai que nous, pourquoi on fait ce métier de journaliste ? On ne fait pas ça que pour donner de la mauvaise nouvelle, on a aussi envie de transmettre aux gens une vision du monde qui peut être inspirante, exaltante. Voilà, que de lire l'actualité, ça doit à un moment... Pourquoi on va chercher une information ? Lire l'actualité, ça doit pouvoir nous apporter quelque chose de positif au fond de nous, quoi. Et donc, c'est ce travail-là qu'on fait. Et en fait, dans les rédactions, alors ça prend un peu du temps. J'aimais bien ta question sur le journalisme formaté. C'est vrai qu'il faut persuader les rédactions. Puis une fois qu'on a persuadé les rédactions, il faut persuader les patrons, les éditeurs qui disent oui, on peut financer ce genre de programme ou pas. Est-ce qu'on a envie de faire ce genre de numéros spéciaux ? Mais en tout cas, on trouve à chaque fois des journalistes qui disent « Ok, on a compris, on va faire le truc » parce qu'on ne se substitue pas à eux, hein, on n'est pas un média, on accompagne vraiment ce changement de mentalité du journaliste. On a tous envie d'un journalisme positif et de solutions. Cela dit, voilà, les gens disent « On veut de l'info sur l'écologie, mais on passe notre journée à regarder le feuilleton Ligonesse. » Voilà. Et qu'est-ce que... En quoi est-ce que... Bon, il y a cette fameuse phrase « If it bleeds, it leads », qui est vraiment un peu le journalisme à l'anglo-saxonne. Voilà, il faut de la sensation. Donc, est-ce que ça marche éditorialement et commercialement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vend des exemplaires grâce au journalisme de solution ? Alors, oui, on vend des exemplaires grâce au journalisme de solution. Sinon, nos alliances n'existeraient plus, je pense. Et surtout, on voit qu'il y a un changement. Enfin, j'ai quelques exemples de pratiques qui se sont du coup développées avec des journaux avec qui on a travaillé. Voilà. Juste pour revenir sur pourquoi... Enfin, c'est vrai qu'on veut entendre parler d'écologie, mais finalement, on clique plus sur les photos d'un crash d'avion de Ligonesse ou des chats. Il y a deux raisons à ça. Déjà, c'est vrai que parler de ces sujets d'actualité... Ben oui, enfin, il faut aussi aller chercher l'attention du lecteur dans un monde où le lecteur n'a plus d'attention, donc on est aussi à l'écoute des nouveaux formats. L'information, si c'est que des chiffres qui souvent sont pas très compréhensibles, bon bah voilà, forcément on détourne l'attention du lecteur. Donc l'importance des stories, des gens qui œuvrent sur le terrain, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le journalisme de solutions, c'est que vous mettez en avant des solutions concrètes et tangibles. Et ça c'est super important parce que au-delà du chiffre, on reconnecte le sujet avec des cas concrets. Et ça reconnecte le lecteur à ce sujet-là. Donc déjà, la façon dont on traite ces sujets d'actualité, elle est cruciale parce qu'elle peut effectivement complètement détourner le lecteur ou au contraire l'intéresser. Et puis après, il y a effectivement le fait que le lecteur, il lit ce qu'il voit en homepage. Donc nous, on fait des suppléments qui ne sont pas toujours en homepage parce que la rédaction n'a pas considéré que c'était aussi important que l'affaire Ligonesse.
Donc il y a aussi au-delà du contenu, où est-ce qu'il se place dans le journal, que ce soit sur du print ou sur du web, parce qu'on travaille sur les 2 formats avec les journaux. Voilà, à un moment, le rédac chef, il aura décidé de mettre ce truc au bout de la homepage, après la fête des fleurs, de je sais pas quoi, ou en homepage, parce qu'il trouve que c'est super important à un moment d'avoir une voix commune avec plein de journaux du monde entier et de mettre en avant des solutions du monde entier. Ça n'appartient qu'à la direction de la rédaction. Et après, est-ce que ça vend ? Oui, ça vend. Enfin, en tout cas, nous, on a plein d'histoires. Le Figaro, qui est un des partenaires de programme, ils ont créé, après avoir participé à l'Impact Journalism Day, le Figaro Demain, qui est un site qui est dédié justement à la mise en avant de toutes ces solutions, qui sont donc pas que écrites par le Figaro, mais par tous les autres quotidiens, les grands quotidiens nationaux et qui on travaille. Corriere della Sera en Italie, ils ont eu pareil énormément de retours hyper positifs des lecteurs, et ils ont décidé de faire un numéro spécial toutes les semaines, le vendredi, et ils tirent 10 000 exemplaires de plus tous les vendredis, parce que c'est leur buena novella, je sais pas comment dire, leur journal justement sur des informations un peu inspirantes. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes en train de créer un réseau militant des journalistes ou des quotidiens ou des titres? Ouais, je pense qu'on fait clairement de ça. Quand on identifie la façon dont on travaille, c'est effectivement de connecter. Donc, au-delà du journalisme de solution, on crée une nouvelle forme de collaboration entre les journaux du monde entier, parce qu'ils finalement, ils découvrent les articles qui sont écrits par leurs pairs à l'autre bout du monde. Oui, on crée un réseau, on fait se rencontrer, enfin voilà, on organise des séminaires, donc on va plus loin que juste ce qu'on voit sur le papier ou sur le site internet. On essaye de créer ces passerelles en fait entre, pour éviter le syndrome du pionnier, entre les rédactions du monde entier, pour leur montrer que c'est intéressant. Donc à Asahi Shimbun au Japon, ils se rendent compte que les articles qu'ils écrivent lors de ces numéros spéciaux, c'est les articles qui sont les plus partagés sur les réseaux sociaux. Ils ont un problème majeur de rajeunissement de leur audience. Ils se sont dit, ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, les Échos en France, sur un autre programme qui est sur les solutions business pour le climat, la régie pub, elle a été très maline. Elle a réalisé que de faire un numéro spécial sur les solutions business pour le climat au moment des COP, ça attirait beaucoup plus d'annonceurs que de parler du climat de façon peut-être moins avec une promesse éditoriale un peu moins optimiste. Et donc, quand les régies pub ou les gens qui font la vente s'emparent de ces sujets et qui comprennent l'importance, en tout cas le potentiel de ces histoires, je pense que c'est pas la solution pour changer les médias, mais en tout cas, c'est une solution qui est intéressante. Florent, qu'est-ce que ça veut dire le dranche? Comment on le dranche? On peut prononcer le dranche ou le dranche. Est-ce qu'on prononce le dranche? Qu'est-ce que ça veut dire le dranche? On peut Merci prononcer de le montrer. On peut prononcer le dranche ou le dranche. Le mot, en fait, c'est un mot bizarre déjà. On avoue, qui vient, en fait, c'est le début du mot droite, c'est le milieu du mot centre et c'est la fin du mot gauche, qu'on a réuni dans un seul et même mot. Ce qu'on voulait exprimer, et c'était justement pour répondre à une critique qui est souvent faite aux médias. On dit souvent, mais les médias sont orientés. Ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Mais on s'est rendu compte que notamment chez les jeunes, et notamment chez les jeunes qui sont assez éloignés des médias, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout cette culture pour savoir dans quel sens sont orientés les médias. On fait régulièrement des cours d'éducation aux médias dans des lycées, dans des collèges, voire même auprès de volontaires en service civique. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que la droite et la gauche, qui ne sont pas capables de donner une définition de la droite et de la gauche. Donc dire dans quel sens est orienter un média pour déduire sa ligne éditoriale, c'est l'enfer. Donc nous, le pari qu'on a fait... C'est quoi le parti pris éditorial? Alors le parti pris et qu'on affiche, c'est de dire pour chaque sujet d'actualité, vous allez avoir 2 personnes qui sont légitimes et compétentes sur le sujet, une qui va défendre le pour, l'autre qui va défendre le contre. C'est-à-dire qu'on ne pose que des questions. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui les posons, c'est nos lecteurs qui proposent des sujets de débat, qui votent pour les sujets de débat qui les intéressent. On pose des questions. Et on a une personne qui défend le pour, l'autre personne qui défend le contre. On peut cliquer, comme ça on voit à chaque fois il y a un débat, si c'est possible. Et derrière, le but c'est que le lecteur se fasse sa propre opinion. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de se faire sa propre opinion? Parce que on s'est rendu compte que déjà il y avait très peu de gens qui en fait dans
dans la vie de tous les jours, prenez le temps véritablement d'aller comparer différentes sources. Une petite anecdote pour illustrer ça. C'est un sondage qu'on avait lu dans la presse, qui était, alors c'est pas sur le glyphosate, mais sur le gaz de schiste. On avait demandé est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste. Il y avait 80% de contre, il y avait 15% de pour, il y avait que 5% qui se prononçaient pas. Il y avait une deuxième question au sondage qui était est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est? Et là, il n'y avait que 14% des gens qui répondaient oui. Cet exercice, on peut le faire surtout. Dans une conférence, je demandais à main levée, il y a la Bulgarie qui veut rentrer dans l'Union européenne, qui est pour, qui est contre. La Bulgarie fait déjà partie de l'Union européenne, toute la salle avait voté. C'est des choses qui sont extrêmement intéressantes parce que, en fait, ça nous pose la question de finalement comment est-ce qu'on se forge une opinion et comment est-ce qu'au quotidien, est-ce que vraiment, finalement, au quotidien, on prend le temps d'aller comparer différentes sources, d'aller comparer des arguments de fond, d'aller vérifier ces arguments et de se dire qu'est-ce que moi j'en pense. De fait, très peu le font et où c'est très compliqué de le faire. C'est de là qu'est venue l'idée du journal. Du journal, parce qu'il y a donc un site et un mensuel tiré à 140 000 exemplaires. Oui, c'est ça. Alors pourquoi finalement ça peut paraître complètement contre-intuitif de se lancer dans le papier aujourd'hui, après tout ce qu'on entend. Auprès des jeunes générations en plus. En plus auprès des jeunes, exactement. Faut être complètement con pour faire ça, c'est ce qu'on nous a beaucoup répété quand on s'est lancé. En fait, on s'est rendu compte, on a lancé le site internet d'abord et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que sur internet, on touchait uniquement les gens qui étaient déjà dans une démarche active de se poser des questions sur leur opinion, de s'informer différemment. Et finalement, c'est bien, ça leur amenait quelque chose, mais ça nous satisfaisait pas complètement pour deux raisons. Déjà, on trouvait pas forcément de modèle économique sur internet, parce que ça faisait écho à ce que tu disais, Eric, tout à l'heure. Et deuxièmement, on touchait des gens qui étaient déjà intéressés. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans du papier, pour ces deux raisons. Papier gratuit, on tire le papier gratuit qui est distribué gratuitement aux étudiants, parce que ça nous permet d'aller toucher des gens qui se seraient jamais intéressés à certaines questions si on leur avait pas amené un papier tout cuit dans les mains. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, les étudiants nous ont dit sur Internet, sur un PC et encore plus sur un portable, j'ai un temps d'attention qui est extrêmement réduit. Et pour des sujets qui sont un peu compliqués, eh ben en fait, je sais que je ne les lirai jamais sur un téléphone portable. Florent, vous êtes ce qu'on appelle un immigrant et pas un natif. Vous étiez ingénieur avant, vous êtes venu dans les médias. Donc finalement, avec votre regard qui est encore un petit peu neuf, comment est-ce que vous regardez cette crise d'identité de la presse et du métier, de votre métier aujourd'hui? On s'est posé beaucoup de questions quand on est rentré dans ce métier, parce qu'effectivement, on ne connaissait rien et qu'on avait un gros souci de légitimité. On se disait, mais finalement, les gens reprochent beaucoup de choses aux médias. Pourquoi est-ce que nous, qui en plus ne sommes pas journalistes, pourquoi est-ce qu'ils croiraient ce qu'on raconte, etc. Et du coup, en fait, on a fait deux démarches. Une démarche déjà qui était de construire énormément avec les lecteurs, c'est-à-dire de leur poser plein de questions, de leur demander qu'est-ce qu'ils trouvaient de notre journal papier, est-ce que c'était compréhensible, qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient confiance, etc. De le faire avec eux. Et la deuxième, c'était de leur donner en fait un pouvoir de décision. C'est-à-dire que souvent, ce qui revenait, c'était de dire on ne comprend pas pourquoi tel ou tel sujet est traité. En fait, on a dit finalement, nous, on va donner ce pouvoir-là aux lecteurs. C'est eux qui vont choisir les sujets qui seront traités dans le journal. On leur a donné aussi un droit de veto sur la publicité dans la version papier, parce qu'on avait peur nous-mêmes en fait d'un jour d'être pris dans un conflit d'intérêts et de se dire est-ce qu'on serait pas tenté d'accepter une publicité ou d'accepter un débat truqué, etc. On a donné en fait un droit de veto à nos lecteurs là-dessus. On a fait une démarche explicative, c'est-à-dire qu'en fait chaque personne qui écrit pour nous, on explique qui elle est, donc c'est-à-dire pourquoi elle est légitime pour parler, quel point de vue elle défend, et en fait ce que nous disent nos lecteurs, c'est de dire en fait on sent qu'il n'y a pas d'entourloupe, parce qu'on sait qui c'est, pourquoi il parle, pourquoi il est compétent pour parler, et qu'est-ce qu'il va défendre. Et donc en fait, vu qu'en plus il y a le pour et le contre, derrière on sait très bien que c'est nous qui choisirons, on va pouvoir comparer, et en fait il y a ce contrat de confiance que je pense aujourd'hui il faut réexpliciter. Et j'ai l'impression que souvent, ça faisait écho à ce qu'on disait, en fait quand on creuse vraiment sur qu'est-ce que les gens reprochent aux journalistes, on se rend compte déjà que c'est loin d'être tous les journalistes, souvent c'est une petite proportion, effectivement il y a certains noms, alors soit de médias, soit il y a le rôle des éditorialistes qui est beaucoup mis en question, mais en tout cas il y a l'immense majorité des journalistes font très bien leur boulot, et je pense que s'il y avait un peu plus de transparence, de dire voilà comment est-ce qu'on le fait, voilà pourquoi on choisit les sujets, voilà comment sont choisis les sujets. Plus explicite sur le contrat de lecture et la stratégie éditoriale. Florence, un petit test juste là-dessus, sur ce point que je vous invite à faire. On dit souvent ce qui différencie les médias dans quel sujet ils choisissent, etc. C'est la ligne éditoriale, cette fameuse ligne éditoriale. Je n'ai trouvé aujourd'hui sur aucun site des grands médias en France la ligne éditoriale. C'est-à-dire que vous allez sur Le Monde, sur l'Obs, sur LCI, vous cherchez la ligne éditoriale. Une page sur le site internet qui explique comment sont choisis les sujets, pourquoi ils sont choisis, sous quel angle ils vont être traités. Ça n'existe pas. Et en fait, je pense que c'est vraiment un début de dire
regardez comment se passent nos conférences de rédac, regardez comment sont choisis les sujets. Qu'est-ce que nous on traite, sous quelle langue on va les traiter. Je pense que c'est crucial dans le contrat de confiance d'expliquer en fait et de donner à voir, de dire voilà qui a écrit. Il y a effectivement des médias aux États-Unis qui ont commencé à faire une bio très fournie de leurs journalistes parce que leurs journalistes disaient, ils se mettent en scène effectivement dans leurs enquêtes en disant moi avant j'étais militant écolo donc j'ai plutôt tendance à penser ça, j'ai rencontré telle personne. Et en fait je pense que c'est crucial dans le contrat de lecture. Vous n'allez pas du tout lire de la même manière un article sur l'énergie qui a été écrit par un ancien militant de Greenpeace ou par un ancien ingénieur chez EDF. C'est crucial d'avoir ce regard-là et cette compréhension-là et cette honnêteté dans l'écriture. Comment ça marche, la co-construction que vous faites avec les lecteurs que vous impliquez dans la production éditoriale ? Alors, on a beaucoup procédé par échantillon, c'est-à-dire qu'au début, en fait, ça se faisait principalement autour d'une bière dans un bar. C'était pas assez inclusif, donc vous achetiez complètement leur collaboration. Là. Non, parce qu'on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens de les acheter. On n'avait pas les moyens de les acheter, donc ils payaient leur bière eux-mêmes. Donc non. Et après, en fait, on est passé par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on réinternalise ça petit à petit sur le site. En fait, on a un comité de rédaction des lecteurs dans lequel il y a un peu plus de 350 membres et à qui on pose des questions. On va leur poser des questions sur les sujets. On va aussi leur poser des questions sur des choix qui sont complètement cosmétiques, qui vont être un choix de logo, un choix de slogan. On va leur poser des questions plus profondes. Notamment, il n'y a pas longtemps, on a fait un partenariat important avec Ouest France. Nous, on y voyait beaucoup de pour. On a fait un débat sur le site où on a dit est-ce qu'il faut qu'on signe ce partenariat avec Ouest France, oui ou non? On a fait le débat, on a exposé les arguments, on a laissé les lecteurs participer, présenter leur point de vue, et on a pris la décision après avoir consulté nos lecteurs et après avoir exposé les arguments. Ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose qui touche beaucoup nos lecteurs. C'est-à-dire que ça crée aussi un attachement très fort à la marque de se dire, en fait, vous m'avez consulté avant de faire ça. J'ai pu m'exprimer, j'ai pu exprimer ceci, j'ai voté, et je sais du coup d'où vient la décision. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. David, Combini, comment ça fonctionne sur le plan de la créativité, de la narration et du style, et sur quelle plateforme, parce que c'est indissociable? C'est une vaste question. Et on va le montrer, je crois. Oui, tu as 1 minute 30 pour répondre. Non, moi, ce que je peux dire quand même par rapport à Combini, c'est que c'est On peut le voir sur une des plateformes. Ah ben voilà, ça c'est le site web. Voilà, ça c'est la version du site, mais on est surtout... Aujourd'hui, on produit énormément de vidéos et on est consommé sur toutes les plateformes sociales, type Instagram, Facebook. On est très fort sur Snapchat aussi en France et on vient de lancer il n'y a pas longtemps effectivement TikTok. Donc nous, déjà juste pour dire un mot sur Combini, on a lancé la compagnie il y a maintenant 12 ans. L'idée au départ, c'était de faire vraiment quelque chose qui était un peu sur la contre-culture. On parlait beaucoup de musique et là pour le coup c'était Over Parisien. On a beaucoup parlé de l'électro notamment. Enfin, ça a été au début un site qui était plutôt très culturel, un peu niche, branché, etc. Et en fait, c'est un peu une histoire incroyable qui nous est arrivée. C'est l'histoire de ces 10 dernières années. On a été emmené par le succès des réseaux sociaux. On a été, je dirais, plébiscité par tout un public qui a fait des chiffres complètement hallucinants et qui nous a donné un impact complètement dingue sur lequel même nous, on est toujours, tous les jours surpris et sur lequel, en fait, il a fallu apprendre à composer avec et notamment sur l'engagement. Donc, nous, nos contenus, c'est assez simple. On a essayé de faire le pari justement de faire des binômes. Donc on est 160 personnes il y a 160 personnes à Paris, il y a 60 journalistes avec une carte de presse, j'allais dire traditionnelle, mais non, c'est des journalistes de Combini, donc ils sont pas traditionnels. Mais donc on en a 60 avec voilà qui travaillent chez nous et en fait on a toujours essayé d'avoir un binôme avec des créatifs. Donc comme ce qu'on produit, c'est vraiment des vidéos qui sont souvent créatives, on a vraiment, nous, travaillé beaucoup sur la forme, en fait, sur l'accessibilité de l'information, sur le langage. Parce que pour nous... Sur la variété des formats. Vous avez une trentaine de formats, je crois. Les formats, effectivement, et l'accessibilité. D'ailleurs, notre signature, c'est All Pop Everything. C'est vraiment la capacité à rendre accessible des choses. Et en fait, nos binômes journalistes créatifs nous ont permis, effectivement, de sortir toutes ces interviews, tous ces formats qui
qui se sont appliquées à la fois à Kanye West, à des gens qui n'étaient pas très connus, comme au président Hollande, comme au président Macron, comme à Greta Thunberg. Enfin, je veux dire, tout le monde est passé chez nous. Et en fait, dans ces formats, on arrive, je crois, à créer un lien et on arrive à se comprendre avec un public qui est très demandeur, en fait, de formats qui sont souvent, qui vont à l'essentiel, qui sont rapides, sur lesquels ils peuvent interagir rapidement. Et c'est vrai qu'on en a fait une spécialité. Et ce qui a beaucoup, je dirais que ça a été 10 ans extraordinaires, d'ailleurs pour nous tous, d'évolution technologique, de crise sociale, d'événements qui se sont enchaînés les uns les autres à longueur de temps. Et c'est vrai que nous, on a été un peu un témoin de ces 10 dernières années je dirais qu'on a accompagné. Et c'est vrai que l'évolution de Konbini, elle a été souvent portée par l'actualité, notamment les attentats qu'on a vécus à Paris. Beaucoup Konbini News, hein, parce que là, on voit différentes verticales, mais... Ouais. Voilà. Voilà. Et en fait, du coup, non, les attentats, ça a été un point important pour nous, parce que quand on a commencé, comme je le disais, on était très fort sur la culture, le cinéma, la musique. On a vraiment fédéré très vite beaucoup de gens autour de ces sujets. Et en fait, quand les attentats se sont malheureusement déroulés, naturellement, notre équipe s'est sentie très concernée. Et en fait, on est devenu une espèce de voix de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on a parlé de ces événements, on les a suivis, on a apporté, je crois, une forme de sincérité, de spontanéité qui est peut-être pas dans l'exercice journalistique traditionnel, très, pour le coup, émotionnel, qui peut peut-être être un peu reproché des fois, mais là, pour le coup, c'était très spontané. Et en fait, ça nous a ouvert une perspective qui était assez nouvelle, dans laquelle on est rentré, on a ouvert ensuite une marque qui s'est appelée Speech chez nous, dans laquelle on a reçu des penseurs, des personnalités, des politiques. Pendant la campagne, notamment électorale, on a reçu tout le monde, à vrai dire, et tout le monde est venu s'exprimer dans ce format où finalement c'était très ouvert, on prenait le micro et on disait ce qu'on avait à dire, et ça a plutôt bien marché, et on a continué dans cette voie tout en gardant la partie culture, la pop culture de Konbini, mais on a continué dans cette voie et il nous est arrivé des événements assez extraordinaires. Donc vous racontiez celui du Congo, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pardon. Le Congo, sac plastique. Sur le Congo, en fait... Événements, parce qu'ils sont de nature différente. Il y en a un qui est plutôt sociétal et humain, l'autre plutôt écologique, puis ça va assez loin dans l'engagement. Donc vous nous racontiez ça. J'allais y venir justement. Donc ce qui s'est passé sur le Congo, ça a été un détonateur pour nous, parce donc avec Hugo Clément notamment, qui nous avait rejoint sur Konbini News, on a commencé à vraiment intensifier notre production et à aller filmer sur on va dire les lieux de guerre ou sur différents endroits de la planète. On s'est déplacé pour voir avec nos yeux et reporter en fait avec notre tonalité ce qu'on y voyait. Et on a été au Congo, shooter en fait une famine qui était surtout sur des enfants assez dramatiques, avec vraiment des images qui étaient hyper choquantes. Et en fait, quand au Congo, disons, c'est prendre des photos pour éviter tout le malentendu. On a fait vraiment un vrai reportage. Et en fait, on est revenu avec ce reportage et on s'est mis tous autour de la table. On s'est dit, mais putain, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que simplement le diffuser? Et en fait, on l'a diffusé et on a fait un appel à la communauté pour justement soutenir Action contre la faim, qui était l'ONG qui était sur place. Et en fait, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'en une semaine, on a levé 500 000 €. Que des gens qui ont donné 1 €, voire 2 € pour justement essayer de soutenir l'association qui était là-bas. Alors ensuite, on est retourné là-bas. Il y avait 2 hôpitaux, enfin 2 camps qui s'appelaient des Konbini Camp, sur lesquels on a... Enfin voilà, après c'est une très belle histoire, on a sauvé énormément de vies, etc. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir sur le rôle du journalisme, en fait, en tout cas dans notre perception à nous, puisque maintenant on a une dynamique qui est en fait report and support, c'est-à-dire on reporte des choses sur lesquelles on a envie d'échanger, de discuter avec notre communauté, et on incite de plus en plus en fait notre communauté à agir. Et notamment, on a développé avec Google un nouveau système de micro-donation qui va être mis dans l'ensemble de nos vidéos et l'ensemble de nos articles, qui permet justement d'aller plus loin et de soutenir des causes. Et en fait, pour revenir sur la question de la journée sans plastique, on a eu la chance d'avoir Sybille Veil qui nous a appelé de Radio France, présidente de Radio France, pour essayer de voir comment on pourrait collaborer sur un sujet qui est
très important qui concerne, je crois, tout le monde, qui est vraiment le plastique et notamment le plastique à usage unique. Et on s'est dit, OK, essayons de mettre nos forces en commun, les forces de Radio France et les forces de Combini. Et donc, on a imaginé cette journée où pendant toute une journée, l'antenne de France Inter était dédiée à ce sujet-là. Donc, toute la programmation habituelle de Radio France est passée sur ce sujet de France Inter, pardon, est passée sur ce sujet avec des invités pour justement parler de l'impact, comment on peut changer, comment on peut devenir zéro plastique, etc. Enfin, tout un ensemble de sujets. Et on a fait la même chose de notre côté. Et ce qui était génial, c'est que d'une certaine façon, c'était le même sujet traité avec deux langages qui étaient complètement différents. Et on a échangé en fait nos différents contenus. Donc nos contenus ont été diffusés aussi sur la chaîne de France Inter, et on a diffusé les contenus de France Inter sur notre propre chaîne. Qu'est-ce que vous avez appris sur la manière d'intéresser, voire engager la jeune génération, parce que vous êtes surtout moins de 30 ans, sur ces sujets-là? Oui, alors on touche en fait en France 17 millions de personnes tous les mois. Donc en fait c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu un tel phénomène que la dynamique de la jeunesse française, on touche quand même vraiment beaucoup de gens. Ce qu'on a appris sur la façon d'intéresser les gens, moi je crois que à ces sujets-là, je crois que c'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un phénomène de société. Il suffit de discuter avec les gens. On voit bien que voilà, tout le monde attend d'avoir de l'information, de pouvoir s'engager. Souvent on ne sait pas trop comment faire. Donc je crois que nous on apporte des réponses. On essaie d'éclairer sur différents sujets. Mais voilà, je pense qu'on est surtout nous dans une conversation avec notre communauté. Je ne crois pas que ce soit nous qui décidons aujourd'hui d'intéresser au climate change. Je crois que le climate change, tout le monde s'y intéresse. Et par contre, nous, ce qu'on essaie, c'est d'y contribuer, voire même d'agir sur certaines situations. Alors, je vous propose de continuer la conversation. J'ai encore plein de questions à vous poser. Mais je vais passer la parole à la salle. Qui a envie avant que je désigne quelqu'un, qui a envie... Ah, tiens, j'allais te désigner, toi. Un confrère. N'hésitez pas à vous me présenter, jeune homme. Bonjour, Christophe Agnus. Je suis un ancien reporter, et David. Voilà. J'aime beaucoup ce que fait Combini, mais je pense que c'est une chose qu'apporte Combini, et que j'ai vécu dans ma vie de journaliste, un abandon à un moment de la presse, c'est-à-dire qu'ils vont sur le terrain. Et j'étais reporter à l'Express. Et quand je me souviens d'un changement de direction, plusieurs changements de direction à l'Express, et on est passé quand il se passait quelque chose, est-ce que tu veux aller voir, à est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est-à-dire qu'on est passé tu vas sur le terrain, tu regardes s'il y a un truc à dire, et tu joues de l'honnêteté, parce que je suis d'accord que l'objectivité n'existe pas, mais ce qu'on demande aux journalistes, c'est d'être honnête, de raconter ce qu'ils voient, avec tous les biais qu'ils ont. Et on est passé de ça à avoir un avis sur tout. Et je pense que la presse a beaucoup souffert de ça à une période, même s'il y a des efforts aujourd'hui pour revenir. Il y a des journaux qui font des enquêtes formidables, qui retournent sur le terrain. Mais il y a eu un moment de déperdition du lecteur qui n'était plus surpris par les journaux, parce que les journaux lui racontaient quelque chose qu'il savait déjà, parce que c'était fait de Paris, par des gens qui pensaient savoir. Moi, je viens de Plougastel-Daoulas, je ne suis pas parisien, et donc j'ai peut-être pas les habitudes parisiennes, mais je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai l'impression que le journalisme, fondamentalement, c'est aller voir, et qu'à un moment, ça s'est perdu. Tu as une question là-dessus pour un de nos... Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Est-ce que pour eux, c'est une des causes de déperdition? Alors moi, ce que je peux dire, je suis à 200% d'accord. C'est-à-dire que pour le coup, d'aller voir avec ses yeux et reporter, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. On vient de le faire il n'y a pas très longtemps, notamment au Canada, sur l'usage d'une drogue qui s'appelle le fentanyl et qui est énorme. Et en fait, on s'est aperçu que... Bon, déjà, ça... 60 000 morts ou un truc comme ça? C'est complètement hallucinant ce qui se passe là-bas. C'est un drame... énorme, j'espère que ça n'arrivera pas trop en Europe, mais en une semaine, en fait, on a touché 10 millions de personnes. C'est un reportage qui faisait environ 15 minutes et qui est passé essentiellement sur les réseaux sociaux. Et pourquoi, en fait, ce reportage fonctionne? Parce que les gens le regardent jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même un truc qui est hallucinant. Et pourquoi ils le regardent jusqu'au bout? Parce que je crois qu'ils n'ont pas encore vu ces images-là. Et en fait, nous, avec justement la liberté qu'on s'est donnée sur Internet,
on n'a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que pour le coup, quand les formats, c'est soit 1 minute, soit 15 minutes sur Combini suivant. On n'a pas trop de formats d'1 minute, mais on est aujourd'hui plutôt dans une tendance à aller sur des reportages qui vont vers 10, 15, et là on est amené à produire de plus en plus pour des plateformes comme Netflix, Amazon, sur des formats de plus en plus longs. Et en fait, nous, notre problématique, c'est pas tellement le format, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est une des grandes chances qu'on a eues, nous, peut-être, dans cet univers du journalisme français, c'est qu'on est parti d'une page blanche. On a pu inventer un peu tout ce qu'on a voulu et on a été un format depuis le début. Donc tout ce sujet en fait d'aller voir, de créer des reportages, de pas se poser de contraintes, mais surtout de montrer des choses qui sont pas forcément vues, mais qui sont pourtant importantes de témoigner dans l'époque. Effectivement, je crois que c'est une des clés du futur. Oui. Eric, vous vouliez réagir ou enfin, j'imagine que cette remarque. C'est vrai que le terrain, je pense, c'est quand même la base. Hein, les éditoriaux, les commentaires, j'allais dire un peu la bile, tout ça, c'est un peu le péché mignon de notre presse. Mais c'est vrai qu'aller voir, respirer le même air que ceux dont on parle, ça me paraît le b.a.-ba. Et c'est vrai que c'est intéressant que ce soit un média comme Combini qui soit en pointe sur cette question-là, parce que d'une manière générale, le numérique a souvent fait en sorte que finalement l'écran devienne une représentation du réel qui nous fasse faire l'économie d'aller voir le réel. Et j'ai une anecdote comme cela, à une époque où le monde devait faire beaucoup d'économies. Je me souviens d'une conversation avec Alain Minck qui m'a dit un jour, écoutez, j'ai une solution, on va supprimer tous les postes de correspondants en Europe, on va tous les rassembler à Paris, comme ça ils seront derrière des écrans sur des sites, et quand il se passera quelque chose qui est à Londres, qui est en Italie, qui est en Allemagne, ils auront bélier ouvert comme ça. Et je lui dis, mais non, parce qu'un correspondant, c'est ça, il doit être, même perdre son temps, il doit être là, même s'il ne fait rien, parce qu'en général, ils ne font pas rien, mais parce que précisément, il faut être là. Et donc, je pense que le terrain, c'est là où sort... Personne n'est propriétaire de la vérité, mais en tout cas, il y a des vérités de terrain qu'on ne peut pas connaître si on n'y est pas. Autre question. Bien. Oui, bonjour, Éléonore Blondeau, fondatrice de Clean Up. Je suis fondatrice de Clean Up à Lyon. Vous êtes, pardon ? Fondatrice de Clean Up, et je reprécise à Lyon. C'est important par rapport à ma question. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, pendant 4 ans, j'ai souffert, et comme nombreux de mes collègues provinciaux, de l'effet que si on n'est pas à Paris, on n'existe pas. Chez 2 personnes, les financiers et les médias. Et donc, je vous pose la question, peut-on exister si on n'est pas à Paris pour les médias ? Sophie, toi qui t'es baladée sur tous les marchés de France. Moi, je suis basée à Bordeaux, et en tant que journaliste, je confirme que c'est pas facile, parce que vous êtes à Bordeaux, vous n'êtes pas à Paris, donc vous n'avez pas les mêmes... voilà, mais c'est une vraie réalité. Mais j'ai un sujet de conversation avec mon mari assez fréquemment, lui dire, on est revenu en partie pour toi, mais je suis obligée de faire beaucoup de déplacements, donc je jongle beaucoup. Je suis obligée d'avoir un pied parisien et un pied ailleurs. Mais c'est pas impossible non plus. Je crois justement que dans le renouveau, on doit aussi passer beaucoup par la presse locale. Et que ça donne aussi un décentrage dans la façon de voir l'actualité. Donc, mais la presse locale connaît pas mal de difficultés, en fait. Hein. On n'en est pas au niveau de la presse américaine, avec, on commence à évoquer des déserts de presse carrément là-bas, et même une crise. En France, c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même une belle vivacité, il y a pas mal de choses qui se passent aussi au niveau des médias alternatifs. Mais c'est pas... En effet, pour se faire connaître, je conçois que ce soit pas toujours évident, mais c'est pas impossible. Je pense qu'après, faut persévérer. Puis la France n'est pas centralisée que dans les médias. Oh, elle est quand même très orientée par les médias, si je peux me permettre. Parce que si vous n'êtes pas passé... Par exemple, une start-up, si elle n'a pas fait X centaines d'apparitions dans tel ou tel média, un investisseur ne va pas la regarder. Une collectivité ne va dire... C'est-à-dire qu'on n'est pas crédible si on n'est pas passé dans les médias. Et donc, il y a quand même une vraie frustration où certains de mes collègues entrepreneurs ou nous, on a développé des technologies incroyables qui peuvent sauver la planète, etc. Et on n'arrive pas à être dans les top 100. J'ai même une fois un ami parisien... Top 100 de quoi ? Dans les top 100 où il faut investir, les top 10 startups, les plus 30... Enfin, vous savez, tous ces petits trucs-là. Et j'ai un ami parisien qui lui a développé une startup une fois. Il m'a dit, t'as vu, je suis dans le top 100 des projets dans lesquels il faut investir. Et toi, tu n'y es pas. Et franchement, je trouve ça ouf, parce que moi, mon projet par rapport au tien, je trouve franchement, ça vaut rien, quoi. Et donc, il était à Paris, il était dans ce top 100, il se disait, franchement, Éléonore, je t'aurais laissé ma place, quoi.
Et donc, c'est une vraie frustration. Et on arrive à être dans la presse. Hein. Nous, on a même été, au bout de 4 ans et de dur acharnement, sur BFM. Ça a été une vraie mission. Mais la presse locale, évidemment, nous connaît par cœur, nous a énormément suivis. Sauf que quand on est dans la presse locale, on n'apparaît pas dans la presse... Enfin, on reste dans la presse locale, en fait. On n'arrive pas à sortir de ça. Et malheureusement... Ça arrive dans la presse, mais c'est aussi derrière, plus largement dans la gestion de la France, et que parfois certains gouvernements ou organisations gouvernementales s'oublient un peu à représenter plus que les Parisiens. C'est-à-dire que normalement, ils sont censés représenter les Français, et parfois, malheureusement, n'en représentent que les Parisiens, et c'est sur les médias, mais sur la finance aussi. Je pense que Eric, avec Zadig, peut apporter un début de réponse. Oui. C'est quand même aussi une façon... Qui connaît Zadig ? Oui, alors bon, moi je ne prétends pas du tout avoir créé un modèle, mais ce qui est vrai, c'est que le point de départ, c'était ce regard plutôt en surplomb où il y avait Paris. On est au numéro quoi, 3 peut-être ? Non, on est en train de boucler le numéro 5. 5, ok. Et donc on regarde la France, j'allais dire au fond des yeux, mais c'est une expression connotée. Mais c'est vrai qu'on fait travailler, nous, beaucoup de reporters, de journalistes des quotidiens régionaux, par exemple, parce qu'ils ont une expertise, une connaissance et une légitimité pour pouvoir faire le portrait d'un prof à Cagnes-sur-Mer, par exemple. Il faut connaître des choses bien spécifiques. Quand on demande là c'est des écrivains, de raconter le Creusot, de raconter le Havre, etc., on voit bien que cette connaissance intime, elle est irremplaçable. Et je pense qu'effectivement, la difficulté que vous exprimez, c'est pas tant de faire des choses fortes, c'est de pouvoir les faire entrer dans les radars de ceux qui décident, de ceux qui choisissent. Et je crois que c'est là que c'est le plus important. Comment faire savoir quand on a un savoir-faire ? Et enfin, juste si je peux compléter et rebondir aussi sur la question sur le terrain, et c'est exactement ce qu'on observe en fait, cette dimension de journaliste de solution, enfin d'aller chercher des acteurs sur le terrain. Beaucoup sur le terrain les solutions, les initiatives. Voilà, d'ailleurs, on a un projet là, cette année avec la PQR, donc on va pouvoir aller plus proche des territoires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les exemples qui sont... Et c'est ce copier-coller, quoi. Finalement, on a toujours les mêmes exemples qui reviennent. Et cette démarche de journaliste de solution, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer d'autres acteurs qui apportent une autre illustration, qui apportent... Voilà. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu quand même perdu. Et on le voit au niveau international, c'est génial, parce que tous les journaux, il y a 50 quotidiens, chaque journal écrit 1 ou 2 articles sur des gens de son pays, alors c'est au niveau international, et ils partagent tout ensemble. Et donc, tous ces contenus sont partagés par tous les journaux. Et on voit des histoires de réplication, de solutions qui traversent du coup les frontières. Et c'est super, parce que on donne une nouvelle information, une information du terrain qui est vérifiée, qui est réelle, et on lui donne une part de voix qu'elle n'a absolument pas dans un éditorial habituel d'un grand journal comme ceux avec qui on travaille. Et je pense que ça, c'est vraiment salutaire d'aller chercher ces informations. Après, il faut effectivement trouver les moyens pour que les médias s'organisent. Peut-être un mini-mot, effectivement, je suis entièrement d'accord. Il y a un proverbe anglais que j'aime beaucoup qui dit « Don't blame the players, blame the rules ». C'est pas les joueurs qu'il faut blâmer, c'est plutôt les règles. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup des problèmes dont on a parlé aujourd'hui qui tiennent aux règles du jeu en fait, qu'on a créées pour les médias. Et c'est vrai que si vous avez des médias qui sont quand même dans leur grande majorité déficitaires, en tout cas pour les médias nationaux, avec un système d'aide à la presse qui fait pas la part belle aux nouveaux entrants et qui fait pas la part belle à l'innovation non plus, du coup vous avez des médias qui sont majoritairement rachetés par des milliardaires ou des multimillionnaires détenteurs de groupes industriels et qui du coup en fait vont être proches d'un pouvoir lui-même très centralisé sur Paris. Et en fait, beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui proviennent très directement de ces règles en fait communes qu'on a créées ou qu'on n'a pas changées et qui, je pense, aujourd'hui seraient plus que nécessaires de réinventer, en fait, de se dire mais qu'est-ce qu'on considère comme un bien commun dans l'information ? Parce qu'effectivement, soit elle est payante, et dans ce cas-là, ça devient comme le parallèle que tu avais fait sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que bien s'alimenter, ça va être en fait un luxe réservé à ceux qui ont et l'argent et l'éducation pour pouvoir se le permettre, ou est-ce qu'on décide qu'en fait c'est un bien nécessaire, fondamental, parce qu'on est dans une démocratie et que si on veut une démocratie en bonne santé, il faut une information en bonne santé, et à partir de ce moment-là où on décide que c'est un bien commun, et quel système on crée pour que l'information produite soit de l'information de qualité. Et moi je pense que c'est très important aujourd'hui de se poser la question des règles du système qu'on veut créer, et parce qu'il y a beaucoup de mots qui découlent des règles actuelles. On va prendre une ou deux questions avant de terminer. Monsieur là-bas. Bonjour.
Je m'appelle Christian Boineau et je m'occupe d'une association qui s'appelle la Maison des journalistes, qui est une maison dans le 15e à Paris. Il y a d'autres projets dans d'autres pays qui hébergent depuis presque 20 ans des journalistes réfugiés politiques du monde entier. Depuis 2003, on a hébergé à peu près 500 journalistes qui représentent 60 nationalités. Et je voulais vous donner donc quelques chiffres, puisque le thème, c'est les médias, le monde et nous. Il y a un mois, 47 journalistes avaient été assassinés en faisant leur travail. 10% simplement des meurtriers de journalistes sont condamnés ou poursuivis. 90% ne sont jamais poursuivis. Il n'y a pas d'imprescriptibilité pour les crimes commis contre les journalistes. Donc voilà, c'est pas une question, mais peut-être que vous pourriez réagir à ce sujet à un moment où effectivement les médias et les journalistes sont rejetés. Donald Trump a écrit sur ses tweets 13 000 mensonges. Voilà. Donc voilà, les journalistes jouent un rôle essentiel dans la démocratie. Peut-être que les médias sont en train de changer, et c'est vrai que ces médias alternatifs sont des médias très importants, mais il ne faut pas oublier que ce métier de journaliste, un métier qui est là pour défendre un certain nombre de valeurs de la démocratie, et que s'il n'y avait plus de journalisme et plus de journalistes, je pense qu'on les regretterait énormément et on regretterait nos démocraties. Donc n'oublions pas quand même qu'il y a un enjeu de démocratie par rapport aux médias dans le monde. Merci. De démocratie et de combat contre le populisme, tu le disais. Quelqu'un a envie de réagir ? Oui, moi, je peux réagir sur un point. En fait, c'est pendant les Gilets jaunes. En fait, nous, on a eu 3 journalistes qui ont été blessés, en fait, qui ont reçu les balles qu'on a vues. Et effectivement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour le coup, être sur le terrain, filmer en live, c'était devenu quasiment impossible. Donc, on a été obligé de se retirer. On avait même des protections pour nos journalistes. Et il y a effectivement, je crois, sans aller forcément dans le reste du monde ou dans des endroits, enfin il y a des endroits où c'est devenu quasiment impossible de reporter, mais même en France, je veux dire, il y a des endroits et des situations qui font que les journalistes, voilà, sont à risque en fait. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir et d'être amené en fait à avoir des sécurités. Pendant justement les gilets jaunes, avoir des types qui vous agressent, etc., c'était quand même assez... ça a été assez perturbant pour nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions. Nous, on a été obligé de doubler notre sécurité aussi chez Combini. Il y a des gens qui se sont infiltrés. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de menaces. La nervosité, on va dire, vis-à-vis des journalistes est de plus en plus importante. Nous, on l'a pu le noter. Et effectivement, je crois que c'est une évolution pour les journalistes qui est assez inquiétante en termes de sécurité. En tout cas, je crois qu'il y a un problème qui est sur la table et, à mon avis, qui ne va pas s'arranger, malheureusement. Merci. David, une dernière question ? Qui a envie de poser la dernière ? Bonjour, je suis Claire Ravu. J'ai une agence de conseil en stratégie en communication pour les entrepreneurs et les intrapreneurs sociaux. Et j'ai une expérience de 30 ans dans la publicité. Je parle de cette expérience dans la publicité parce que tout à l'heure, vous avez dit, quelqu'un a dit, nous sommes des marques. Les journaux sont des marques. Et le sentiment que j'ai en vous écoutant, c'est que de la même façon que les marques sont passées ces 15-20 dernières années d'une logique descendante vers le consommateur en essayant de leur imposer un modèle, les journaux et les médias sont passés aussi de ce modèle descendant vers un modèle ascendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que consommatrice d'informations, le panel que vous représentez ici, je le trouve formidable. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la crise. On a vu dans le documentaire des gens qui disent « j'arrête de m'informer, c'est horrible ». Et on a beaucoup parlé des problèmes. En fait, c'est formidable en tant que consommateur de pouvoir lire le 1. Je suis abonnée depuis 2015 au 1 et c'est un moment qui m'élargit le cerveau. Et je me suis abonnée suite à une crise d'information. Et en fait, ma question, alors que je pose, c'est
c'est que le lecteur, je trouve, est très absent du débat. Vous voulez la poser à qui ? À celui ou celle qui veut répondre. Le lecteur ou l'internaute qui a envie de répondre. Ce que je peux dire sur le lecteur, pour nous, en fait, nous, disons qu'on a créé des communautés autour de nous, donc on s'adresse à des communautés, et pour nous, il est plutôt central, en fait, puisqu'il interagit. Et on lance aussi beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, on a énormément d'interactions et d'interactions sur les interactions, de mini-forums qui se créent. Et en fait, pour nous, c'est très important parce que je crois qu'on essaie de faire une information qui est vivante et qui, en fait, vit au cœur de notre communauté. Et d'ailleurs, je pense que dans l'avenir, les outils communautaires, les outils participatifs vont continuer d'évoluer fortement. Donc, pour nous, on n'est absolument pas du tout détaché de notre public. On est même en constante connexion avec notre public. Et ça, c'est très important pour nous, jusqu'à même aller jusqu'à impliquer notre public, à donner, en fait, et à soutenir des causes. Donc, on est très liés, au contraire. Sandra ? Nous, ce que je disais en introduction, nous on est parti en tant que, notre point de départ, c'était un point de départ de lecteur. C'est qu'on faisait des conférences, on demandait aux gens qui est content d'écouter la radio le matin ou de lire le journal, et tout le monde disait pas moi parce que j'entends que des mauvaises nouvelles. Donc en fait, nous on est parti du lecteur, et quand on fait ces suppléments où on met en avant des acteurs de changement, des gens qui portent des solutions sur en gros tous les enjeux de la société actuelle. Le driver premier de ces opérations, c'est la satisfaction des lecteurs. Et il se trouve qu'en plus, ça crée, quand les rédactions s'en emparent, etc., de la satisfaction des journalistes, du chiffre d'affaires additionnel, etc. Mais le point de départ, c'était vraiment reconnecter le lecteur à une information pour l'intéresser au monde dans lequel il vit, sans le déprimer, et tout en mettant en avant des gens qui font pas la une des journaux, des gens qui ne sont pas les modèles habituels et qui trouvent des nouveaux modèles. Donc nous, on n'est pas médias, mais le travail qu'on fait avec les médias, c'est vraiment de partir d'enjeux de lecteurs. Rapidement, Florent, parce qu'on conclut. Nous, c'est pareil, sur le Dranche, quand je dis on a construit le journal avec les lecteurs, c'est on a vraiment construit. C'est-à-dire que la maquette, même la maquette papier, on a demandé sur Internet qui voulait la participer, on a pris 10 lecteurs et on a construit la maquette papier avec eux. Les lecteurs donc, proposent et choisissent les sujets, ils ont un droit de veto sur la pub, ils ont pu devenir actionnaires, on a fait une levée de fonds, toute petite levée de fonds, et en fait, n'importe qui pouvait devenir actionnaire à partir de 200 €. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine de lecteurs qui sont actionnaires du journal. Et donc, je pense que, pour moi, c'est vraiment le gage de confiance ultime. C'est qu'en fait, le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur, c'est la raison unique d'être, ou ça devrait en tout cas être l'unique raison d'être d'un journal. C'est-à-dire que si le journal, il n'a pas ses lecteurs, en fait, il n'a pas de raison d'être, il n'existe plus. Et effectivement, je pense que il y a plein de mécanismes d'interagir ou d'inclure ces lecteurs, mais en tout cas, c'est fondamental pour l'avenir de la presse. Alors, comme on est un petit peu hors délai, je n'ai pas le temps de vraiment conclure. J'espère juste que, d'une part, on aura, grâce notamment au documentaire d'Anne-Sophie, je vous encourage. Comment est-ce qu'on peut le voir, ton documentaire ? Alors aujourd'hui, toutes les infos sont sur un site web. Si j'ai pas le temps de tout dire, c'est lesmediaslemondetmoi.com. Mais en gros, c'est sur Docs TV. Beaucoup de projections débats qui sont organisées. Il y en a prochainement à Paris. Voilà. Et après, j'organise aussi avec d'autres personnes à Grande Contrôle, donc à côté de la gare de Lyon, les 6 et 7 mars, un événement qui s'appelle Bien s'informer, pour essayer de réunir tous les acteurs, des journalistes, à ceux qui font l'éducation aux médias, à ceux qui sont dans la critique, aux chercheurs, pour réfléchir à une dynamique qu'on pourrait lancer pour essayer de sensibiliser largement au besoin de reprendre la main et d'améliorer les postures et de se rapprocher. Et le lendemain, le samedi après-midi, c'est des ateliers qui sont là pour essayer d'avoir une approche un peu différente de l'information. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour des raisons et des difficultés, et on est loin d'en être sorti, on s'en est rendu compte, mais en même temps, j'ai l'impression que là, on a présenté des initiatives intéressantes et créatives, et j'en veux juste une petite chose qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai vu que Anne-Sophie, qui pourtant sillonne le pays sur ces sujets-là, elle a continué à prendre des notes, donc peut-être qu'il y avait des choses que tu ne connaissais pas, alors que tu es quand même très experte dans le sujet. Juste, je voulais qu'on applaudisse nos intervenants, et je voulais qu'on associe l'équipe qui a préparé et travaillé et conçu ce Parlement, Mylène et Jacques.